Bonjour à tous. Alors je vais essayer de vous présenter un petit peu les grandes lignes de la mise en œuvre de cet arrêté du 23 août 2017, donc à l'OFPRA et par l'OFPRA. Mais avant cela, je vais vous donner quand même quelques éléments de contexte qui expliquent un petit peu la genèse de cet arrêté. Au jour d'aujourd'hui, on a environ 6200 mineurs qui sont protégés au titre des mutilations sexuelles féminines. Elles proviennent principalement de l'Afrique de l'Ouest et principalement du Mali, de la Guinée, où les taux de prévalence de l'excision sont très importants. Mais on a également des petites filles qui viennent de la Corne de l'Afrique, hein, essentiellement le Soudan et Djibouti. Depuis 2009, c'est-à-dire un petit peu depuis l'explosion en fait de cette demande d'asile fondée sur le risque de mutilation sexuelle féminine, l'OFPRA a demandé aux représentants légaux de produire des certificats médicaux. Donc vous voyez, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc effectivement, on demandait un certificat médical qui constate l'intégrité physique de la mineure et, le cas échéant, un certificat médical qui constatait au contraire la mutilation de la maman, puisque ça donne des éléments de contexte familial, si vous voulez, et également des éléments de contexte social. Et c'est ce qui nous permet effectivement d'apprécier plus sûrement le risque de mutilation sexuelle en cas de retour dans le pays. Alors, il n'y avait rien d'extraordinaire véritablement à cela depuis 2009, tout simplement parce qu'en matière d'asile, la preuve est complètement libre, c'est-à-dire que le demandeur d'asile va déposer sa demande, il n'est pas obligé de donner des éléments documentaires à l'appui de sa demande d'asile. Ce qui va surtout importer, ce sont les déclarations du demandeur d'asile, mais il n'est pas rare en pratique, effectivement, qu'il appuie sa demande d'asile par toute une série de documents. Donc ça peut être, par exemple, une carte d'adhésion à un parti politique. Donc voilà, le but pour lui, c'est de convaincre effectivement de la réalité, du bien fondé de ses craintes en cas de retour dans le pays. Là, c'est à l'initiative de l'OFPRA, on pointe en fait un élément de preuve à destination du demandeur d'asile, parce que l'on considère que, comme l'a dit Judith Coronel-Kissous, que c'est un élément de preuve, ce certificat médical, qui est très objectif. Qui est factuel, c'est un constat médical, donc il nous semble que c'est vraiment un élément déterminant dans l'appréciation du bien fondé de la crainte de persécution en cas de retour dans le pays. Voilà. Alors, de cette pratique-là, justement, de la production des certificats médicaux, on en a tiré quand même un bilan avec quelques difficultés, puisqu'on avait vraiment beaucoup de certificats médicaux de type très différent, vraiment rédigés de manière très très différente, avec des auteurs complètement très divers. Ça pouvait aller de la médecine générale à la médecine du sport, à la gynécologie, vraiment quelque chose de très 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 hétérogène. Et donc ça a été une des raisons pour lesquelles on a voulu un petit peu plus encadrer en fait la production de ces certificats médicaux. On a eu également une autre préoccupation lorsque l'on a voulu mettre en place cette procédure, c'était par rapport au suivi que l'on fait de la protection. Ce suivi de la protection, c'est-à-dire une fois que le statut de réfugié ou la protection subsidiaire a été octroyé à la mineure, on fait un suivi, ce que l'on ne fait pas en réalité pour les autres protégés. On le fait parce qu'elles sont mineures, véritablement, et donc on demande à échéance régulière, effectivement, la preuve que l'intégrité physique de la petite fille est sauvegardée. Mais
c'est vrai que depuis 2009, lorsque l'on faisait cette demande aux parents, finalement, on était très tributaire, en fait, soit du bon vouloir des parents, soit simplement de questions purement matérielles, logistiques, c'est-à-dire qu'on pouvait ne plus avoir l'adresse des parents, finalement, après la protection. Ils ne donnaient pas leur nouvelle adresse à l'OFPRA. Ce n'est pas une obligation. Donc voilà, donc on était en but quand même à quelques difficultés pour assurer une effectivité pleine et entière de la protection. Donc c'est vraiment ce souci-là qui nous a inspirés pour légiférer, en tout cas pour demander aux législateurs de légiférer. Et donc cet arrêté de 2017, en réalité, c'est un arrêté d'application de la loi de 2015, de la loi du 29 juillet 2015, qui prévoit spécifiquement que l'OFPRA peut demander effectivement un certificat médical dans le cas où la demande d'asile elle est déposée pour des risques de mutilation sexuelle féminine. Et également peut demander ce même certificat dans le cas du suivi de la protection. Donc c'était très important pour l'OFPRA de sécuriser le dispositif et donc d'avoir une base légale. Il ne manquait plus que l'arrêté d'application de ces dispositions. Et alors, c'est ce qui explique en fait le long temps qui s'est écoulé jusqu'à l'édiction de l'arrêté. Alors déjà, ça a été le dernier arrêté ou décret, enfin texte réglementaire, pardon, d'application de la loi. Mais surtout, il a nécessité beaucoup de discussions avec des interlocuteurs très variés. Vous avez très certainement pu voir que l'arrêté il a été signé par le ministre de l'Intérieur, par l'Outre-mer, par la Santé. Donc vous voyez que ce sont quand même des interlocuteurs qui sont très différents et qu'il a fallu mettre d'accord. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'application de cet arrêté, on y adjoint également le ministère de la Justice, évidemment l'OFPRA. Donc ça explique en réalité, c'était quand même très 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 nouveau, et ça explique qu'il a fallu véritablement s'entendre sur les structures, sur les praticiens qu'il fallait identifier, il fallait que tout le monde soit d'accord, et effectivement également sur la population que cela concernait. Alors pour répondre à une interrogation là qui a été relayée, pourquoi l'arrêté ne concerne que les mineurs? En réalité c'est pour ça, c'est qu'il a fallu s'entendre. Et que finalement le dénominateur commun, le dénominateur sur lequel tout le monde s'est entendu, c'est la minorité, c'est-à-dire l'intérêt supérieur de l'enfant. Et que cela a justifié que l'on puisse légiférer et réglementer un petit peu plus, c'est-à-dire poser un cadre dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce qui ne veut pas dire que l'on est fondamentalement opposé à ce que ça couvre en réalité les majeurs, pas du tout. C'est juste que viendra très certainement le temps du bilan, de l'application de cette réglementation, et on verra ensuite s'il y a matière à étendre ou pas. Donc le contenu de cet arrêté, Judith vous en a donné les grands traits, enfin même avec précision. Très très concrètement, depuis peu de temps, parce qu'il a fallu également que les choses se mettent en place au sein de l'OFPRA, ce que vous, professionnels, vous allez pouvoir constater, c'est que le parent qui demande l'asile, donc pour sa petite fille, en tout cas le représentant légal qui demande l'asile pour une mineure, va recevoir une convocation de l'OFPRA pour un entretien. Donc jusque-là, on est complètement dans le droit commun. Mais avec cette convocation, il va recevoir un courrier d'information qui va effectivement l'informer sur la procédure à suivre et qui va très clairement l'informer sur la nécessité d'obtenir ce certificat médical. Pour cela, il va, dans ce courrier, dans cette convocation, va également être joint toute une liste, en fait, des structures médicales et des praticiens qui sont effectivement identifiés par l'arrêté. Et donc, à charge pour lui d'obtenir ce rendez-vous. Et l'arrêté précise que dans les 15 jours de l'examen, le certificat médical doit être envoyé à l'OFPRA. 15 jours, ça a paru correct. J'ai envie de dire que c'est 15 jours maximum, c'est-à-dire tant que l'entretien n'a pas eu lieu,
il n'y a pas de problème véritablement. C'est-à-dire qu'il suffit simplement que le certificat soit produit le jour de l'entretien, peu importe qu'on ait dépassé les 15 jours. Mais si le jour de l'entretien, le rendez-vous n'a pas eu lieu, n'a pas pu être honoré, il suffit simplement que la personne indique à l'OFPRA la date de son rendez-vous, et voilà. Et 15 jours après, il faudra que le fameux certificat médical parvienne à l'OFPRA. C'est nécessaire pour l'OFPRA pour pouvoir statuer à un moment donné ou à un autre. Voilà. Alors, en parallèle de ce certificat médical, parce que là aussi, ça a suscité pas mal de débats en réalité parmi les acteurs de cet arrêté, il y a également une attestation de présence à l'examen médical. Cette attestation de présence, elle a pour seul but de ne pas violer le secret médical. C'est-à-dire que pour que l'idéal, vraiment, serait été que le médecin puisse transmettre lui-même finalement le certificat médical. À l'OFPRA, c'était plus direct, voilà. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a le secret médical et qu'en réalité, s'il doit y avoir exception, elle doit être prévue par la loi. Ce qui n'est pas le cas dans la loi du 29 juillet 2015. Donc, la solution, c'est que le praticien puisse remplir une attestation de présence à l'examen médical et puisse l'envoyer à l'OFPRA. Évidemment, dans cette attestation de présence, il n'y a aucun élément médical, bien entendu. Donc ça permet effectivement à l'OFPRA d'avoir une idée précise sur l'exécution de la démarche. Une dernière chose, avec cet arrêté, donc il y avait une annexe, il y avait 2 annexes ou 3 même. La première, donc, c'est la liste des établissements ou des praticiens qui sont visés par l'arrêté. La deuxième, c'est effectivement un certificat médical type, donc pour répondre en fait à nos préoccupations d'hétérogénéité des certificats, et puis une attestation de présence type, voilà, qui sera également jointe au courrier de convocation du représentant légal à l'OFPRA. On suivra à peu de choses près la même procédure dans le cadre du suivi de la protection. Alors le texte de loi dit que entre 2 examens, doit s'écouler au minimum 3 ans pour pas que ce soit trop récurrent pour la mineure. Bon, aujourd'hui, la pratique de l'OFPRA, c'est tous les 5 ans. Alors, je terminerai par donner un petit peu quand même les gros avantages de cet arrêté, même si je pense que vous avez pu les deviner de par mon intervention. Très clairement, ça permet d'identifier des structures. Il n'est pas du tout dans l'idée ou dans l'esprit de l'OFPRA de penser que tel praticien sera meilleur qu'un autre. Pas du tout, on ne s'occupe pas de ça. Ce sont vraiment des choix qui ont été faits dans la concertation. Mais c'est sûr que le but qui était visé, c'était l'identification des praticiens. Ça va quand même permettre des relations de proximité dans le respect des domaines de compétences respectifs, entre l'OFPRA et justement ces praticiens qui, malgré eux, interviennent au cours de la procédure d'asile. Un autre avantage, j'ai envie de dire plutôt une conséquence, c'est que c'est l'OFPRA qui prend en charge le financement des actes. C'est une nouveauté. Et en même temps, c'est assez fort. Symboliquement pour l'OFPRA, c'est quand même la première fois qu'il met en œuvre effectivement ce type de disposition. Et c'est vraiment, c'est pour dire qu'il y a une responsabilité qui est prise. Parce que, in fine, sauf erreur de ma part, pour les demandeurs d'asile, cela n'a pas vraiment de conséquences. C'est-à-dire que ceux qui ne seraient pas pris en charge par l'OFPRA, ils sont pris en charge par la CMU. Voilà, donc là, c'est plus une question j'ai envie de dire, d'aller au bout de la logique de ce qu'a voulu l'OFPRA et donc de prendre à sa charge lui-même le remboursement
remboursement de ces actes. Voilà. Alors, je terminerai vraiment tout au dernier lieu par une réponse à Judith sur justement la période transitoire. Très clairement, l'arrêté il est d'application immédiate. Tous les actes médicaux, enfin tous les examens médicaux qui ont eu lieu, qui auraient eu lieu justement en suivant cette procédure seront remboursés par l'OFPRA, cela va de soi. Voilà, ce qui prend du temps, ce sont vraiment les modalités pratiques. Voilà, mais c'est tout. Et quant aux intéressés eux-mêmes, on estime qu'ils sont tenus de respecter cette procédure à partir du moment où ils ont été informés, mais informés individuellement. C'est-à-dire qu'il faut qu'à l'appui de leur convocation, ils aient eu ce fameux courrier d'information avec le certificat médical type, la liste des praticiens, etc., etc., etc. Voilà, je vous remercie. Hop, nous allons passer aux questions. Profitez-en. Donc je rappelle, questions courtes et précises, s'il vous plaît. Et oui, et parlez près du micro pour qu'on puisse vous entendre le mieux possible. Bonjour. Ça marche pas. Oui. Docteur Abramovic, je suis gynécologue, j'ai monté l'unité de prise en charge des femmes excisées à l'hôpital de Montreuil. J'ai deux petites questions. D'abord, j'ai pas du tout compris ce que c'était que votre certificat de présence. Et ensuite, je suis un peu étonnée, je pense, sauf si j'ai pas entendu, que vous n'avez pas répondu à la question, pourquoi des médecins légistes et pas des gynécologues spécialisés pour faire les certificats? Parce que moi, j'en fais 10 par semaine, des certificats. Ils sont jamais revenus en me disant que j'étais pas habilitée, donc je continue à les faire pour le moment, puisque les patientes me demandent et que l'idée est de les aider. Donc voilà, c'est mes deux questions. Alors, pardon si je n'ai pas été claire sur l'attestation de présence. C'est simplement l'attestation de présence à l'examen médical. C'est un petit papier, un petit bordereau que le praticien est censé remplir pour dire oui, l'intéressé s'est bien présenté à un examen et l'examen a bien eu lieu. Et comme ça, il transmet à l'OFPRA et l'OFPRA sait que la procédure suit son cours. En réalité, voilà. Et sinon, oui, pardon. Sur votre deuxième question, encore une fois, ce n'est pas une remise en cause des compétences de tel ou tel praticien. On se doute que plusieurs sont compétents. Simplement, il a fallu se décider. Et là encore, ce n'est pas simplement l'OFPRA qui a décidé que ce seraient les UMJ ou bien, dans les territoires outre-mer, les gynécologues ou les pédiatres. Donc vraiment, ça a été fait en concertation. C'est vrai qu'on a une très bonne expérience, j'ai envie de dire, avec l'Hôtel Dieu à Paris, et dont l'UMJ effectivement s'occupe plus spécialement de ce type d'examen, sachant que 70% en réalité des demandeuses d'asile, enfin qui demandent l'asile pour ce motif, sont en Île-de-France. Donc c'est quand même une particularité. Donc j'imagine que ça a été un exemple en fait, voilà, qui a pu faire pencher la balance, voilà, vers les UMJ. Bonjour. Pardon, excusez-moi. Je suis le docteur Pompignoli, je suis médecin en centre de planification familiale. Donc vous demandez que les certificats soient effectués par des médecins légistes pour les mineurs et vous ne prenez en charge que pour les mineurs. Donc la mère ne sera pas examinée à ce moment-là. La mère, il faut qu'elle soit examinée une fois. J'imagine qu'une fois qu'elle a eu son certificat d'excision, parce que la preuve étant quand même que la mère a été excisée pour pouvoir protéger l'enfant. Donc le certificat d'excision des mères continue à être effectué ailleurs. Donc il faut qu'elles aient 2 consultations. Et parce que c'est quand même le certificat d'excision de la mère qui souvent permet la protection de l'enfant. Et ma deuxième question, c'était vous les remboursez après coup? C'est-à-dire que les demandeurs d'asile qui sont là, sont encore dans les premières démarches de demande d'asile, il faut qu'ils avancent les frais de la consultation pour être remboursés après dans un deuxième temps. Voilà, c'était mes 2 questions. Alors, d'abord, rien n'interdit à la mère
de passer un examen médical dans la même structure en réalité que la mineure. Oui, non mais attendez. Pas uniquement pour les IMJ, mais je passais aux praticiens gynécologues. Si la mineure elle fait son examen médico-judiciaire, la mère elle peut passer. Dans les territoires d'outre-mer, pardon. Ah oui, excusez-moi. Oui. Non, mais c'était sur le principe, c'est ça que je veux dire. Il se trouve que nous, on a décidé à l'OFPRA de tout rembourser, en réalité. Ça ne changera pas. En fait, c'est une question d'accommodement, si vous voulez, avec les différents interlocuteurs. Alors, attention, je vais peut-être juste répondre à votre deuxième question, ça va vous permettre peut-être un éclairage plus précis. Il est très clairement prévu que le demandeur d'asile ne débourse rien, en fait. Donc ça, c'est tout le biais, enfin c'est tout le sujet de nos négociations justement entre le ministère de la Justice, le ministère de la Santé et nous-mêmes, justement pour permettre de ne pas avancer les frais, de ne pas faire avancer les frais en fait aux demandeurs d'asile. Là-dessus, c'est vraiment très très clair. Il y a un consensus. Ensuite, ce sont les praticiens ou plutôt les unités hospitalières qui vont demander le remboursement à l'OFPRA. Voilà. Et donc, a priori, là, évidemment, je ne peux pas être trop précise parce que c'est toujours en voie de finalisation, mais a priori, ce ne sera pas un remboursement à l'acte, c'est-à-dire c'est à échéance régulière. L'OFPRA rembourse, parce qu'un établissement public ne peut pas rembourser à l'acte en réalité. Donc voilà, donc il n'y a pas de, a priori, il n'y a pas de sujet, et voilà, et c'est déjà convenu effectivement dans le cadre de nos échanges que l'on puisse également rembourser pour la mère. J'ai une question complémentaire sur ce point. Je peux enchaîner ? Au niveau de l'attestation de présence, elle est remise donc aux parents qui accompagnent, par exemple, au représentant légal. Et sinon, j'ai entendu parler du certificat médical de confidentialité qui est envoyé donc, par l'UMJ. Mais il y a une copie qui est remise aux parents, parce qu'il n'y a pas de confidentialité entre la petite et le parent. On peut imaginer. Non, il y a vraiment deux choses différentes. Le certificat médical, il est remis par le médecin au représentant légal. Voilà. Et donc, c'est ce qui permet de ne pas rompre le secret médical, en réalité. Ensuite, évidemment, à charge pour le représentant légal de transmettre ce certificat médical à l'OFPRA. Mais seul lui peut le transmettre. Le praticien ne le peut pas. Et justement, parce que le praticien ne le peut pas, il va lui transmettre à l'OFPRA, directement à l'OFPRA, une attestation de présence à l'examen médical. Bonjour. Pelletier-Suzon, référente asile au CADA de l'Escale à La Rochelle. Ma question va être surtout pour les demandeurs d'asile qui sont en province. Y a-t-il, donc vous parlez de liste de médecins légistes, y a-t-il une liste pour les médecins en région, donc en province? Parce que dans l'arrêté, on voit juste une liste pour les DOM-TOM et pas pour les régions. Et dans ce cas-là, est-ce qu'elle est consultable en ligne pour qu'on puisse prévoir à l'avance les rendez-vous qui, j'imagine, vont être... Il va y avoir beaucoup de rendez-vous, donc ça va être difficile de transmettre avant la convocation à l'OFPRA, sachant que les procédures s'accélèrent. Mais ma deuxième question, c'est les transports, parce que j'imagine qu'il n'y a pas de médecin légiste dans toutes les villes des provinces. Nous, on vient de La Rochelle, il n'y a aucun médecin légiste, et on doit aller à Bordeaux, à Nantes, et encore, je ne suis pas sûre qu'il y en ait. Oui, vous avez raison. Effectivement, dans les annexes de l'arrêté, il n'y a pas la liste complète de ces établissements-là. Ça a été une des raisons pour lesquelles on a un peu peiné. Du coup, moi, je l'ai, cette liste, évidemment, et elle est envoyée, du coup, aux demandeuses d'asile. Hein, donc, justement, pour pouvoir identifier l'établissement en question. On pense qu'on va la mettre, en fait, sur notre site Internet également. Donc, voilà. Pardon. Alors, sur le site internet, là, on va le mettre très très bientôt. C'est juste une question de Ah non, mais attendez. Oui. Non, mais il faut prendre le micro, autrement on ne peut pas enregistrer. Je suis désolée. Alors, le texte était applicable dès sa sortie.
Or, c'est toujours pas en ligne. Et nous, en province, vous voyez, on reçoit quand même beaucoup de gens, contrairement à ce que vous pensez, qui viennent de Guinée. Moi, je viens de Charente, je suis médecin territorial, femme solidaire. Je comprends pas bien pourquoi, en tant que médecin de planification, je ne peux plus faire les certificats médicaux que je faisais. Et où est-ce que je dois accompagner ces femmes? Parce que ça, je le sais pas. Donc c'est Bordeaux, Limoges, Poitiers, qui paye les kilomètres, qui les accompagne et qui traduit les courriers qu'elles reçoivent. Merci de me répondre. Alors, encore une fois, madame, cette procédure n'est applicable qu'à partir du moment où la personne a été informée. Donc, elle a reçu la liste. Si la personne n'a pas été informée, qu'elle n'a pas reçu de liste, c'est le système ancien qui s'applique. Elle peut demander à n'importe quel praticien. Bonjour. Il fonctionne là ? Ok. Bonjour, je m'appelle Isma. Je travaille au sein de l'ONG Équilibre et Population et je suis également secrétaire générale d'Excision Parlons-en. Moi, je me posais une petite question. Donc, j'ai bien écouté tout ce qui a été présenté, aussi bien par maître Judith Corollet-Kissou que par vous-même. Donc, il y a beaucoup de notions qui reviennent. La notion de fiabilité de la preuve, l'objectivité aussi de la réception des certificats médicaux. Et j'ai beaucoup travaillé avec des personnes, des femmes qui ont subi l'excision. Et en fait, moi, ma question est d'ordre, entre guillemets, humaine. Je me demande, en fait, si cet arrêté ne va pas simplement continuellement entrer dans l'intégrité physique de ces femmes, violer leur intégrité physique et remettre constamment en question ce qu'elles ont vécu à un moment donné. Je n'arrive pas à comprendre, en fait, ce que ça va apporter de nouveau, si ce n'est empêcher à des femmes et des jeunes filles aussi de se reconstruire en France, en étant protégées. C'est ça ma question. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris dans quelle mesure cela entraverait en réalité la protection et la reconstruction. Encore une fois, c'est une pratique depuis 2009 et c'est une pratique qui va dans le sens de la protection. C'est-à-dire que c'est très difficile d'aborder un motif de persécution comme les mutilations sexuelles féminines, uniquement par la parole. C'est très difficile. Si je prends un autre exemple, c'est l'orientation sexuelle. Les personnes qui sont persécutées en raison de leur orientation sexuelle, c'est très difficile. Par exemple, ma question, c'est quand même, vous avez à un moment donné dit qu'on peut protéger justement des jeunes filles qui peuvent être victimes d'excision ou de mutilation sexuelle féminine, mais que dès lors qu'on se rend compte que ces jeunes filles ont été excisées, on peut leur enlever la protection ou aux parents. Alors ça, c'est ma voisine de gauche qui l'a dit. Oui, pardon. Donc du coup, je me posais la question, comment est-ce qu'on peut... La loi le prévoit tout de même. La loi le prévoit. Comment est-ce qu'on peut permettre une stabilité aussi bien émotionnelle que physique à ces personnes ? Alors, je vous rassure tout de suite, ça ne s'est jamais produit, et pour cause. D'abord, le législateur met une mention particulière pour ce motif de crainte qu'il ne met pas pour les autres motifs de crainte, et ce n'est pas pour rien. Il dit, alors attendez, il faudrait que je retrouve, mais c'est ça, il dit « Aucun constat de mutilation sexuelle ne peut entraîner à lui seul la cessation de la protection accordée à la mineure au titre de l'asile. » C'est très clair. Ça n'existe pas ailleurs, ça n'existe pas pour d'autres motifs. Et ça, c'est l'OFPRA qui l'a voulu quand même. Donc c'est juste pour vous dire que jamais l'OFPRA ne cessera la protection pour une petite fille qui a été victime de mutilation postérieurement à l'octroi de la protection. Et pour la seule raison que la petite fille a été victime, en réalité. Donc on ne cessera pas la protection. Les conséquences, en réalité, vont jouer pour les parents. Oui ? Alors attendez, je termine sur les parents et puis s'il y a des questions, je les prendrai. Si les parents ont été protégés pour cette raison, c'est-à-dire pour empêcher justement une mutilation de leur enfant, c'est vrai qu'à partir du moment où leur enfant est mutilé, a priori, il n'y a plus de risque. Mais c'est surtout, et c'est surtout ça en réalité qui compte, c'est que s'ils ont joué un rôle là-dedans, c'est ce que disait Judith Cornel-Kissou, c'est un crime en France. C'est un crime. Et il y a une question de dignité de la protection. Bonjour. Alors,
Donc, Je voulais juste dire qu'il ne faut pas confondre les certificats de non-excision, ce que vous demandez. Donc, ce n'est pas des certificats d'excision, mais des certificats de non-excision pour les mineurs qui permettent de les protéger d'une éventuelle excision au décours de la demande d'asile. Parce que là, on se mélange. Et effectivement, j'imagine qu'une fois que la mère a donné une fois un certificat d'excision, on ne va pas le redemander. Elle a été excisée une fois, elle peut être reconstruite après. Ça n'empêche pas qu'elle aura été mutilée. Donc, je pense qu'il faut que quand vous répondiez, vous parliez bien de la bonne chose, c'est-à-dire qu'on ne... J'ai peut-être pas effectivement bien compris la question. En tout cas, la maman, elle, on lui redemandera plus évidemment. Donc on effectue des examens sur des enfants non excisés. Au contraire, j'ai envie de dire que à la fin de l'entretien à l'OFPRA, elle est orientée vers les structures adéquates qui donnent des conseils en matière de reconstruction. Parce qu'il ne faut pas confondre quelque chose qui réduirait l'accès à la demande d'asile et une démarche de protection de l'enfance, c'est-à-dire s'assurer que l'enfant, malgré tout, ne soit pas excisé. Enfin, tout ça n'est pas très clair, finalement, dans les objectifs de l'OFPRA dans ce texte de loi. Bref. Voilà, je voulais juste revenir sur justement les certificats dont je suis Albertine Pabing. Est-ce que la personne qui parle peut se lever, en fait, parce qu'on ne voit pas qui... Ah bon. Voilà. Donc, je suis Albertine Pabingui, je suis coordinatrice du GAMS Rhône-Alpes. Et donc, nous recevons énormément des femmes, justement. Et donc, je ne savais pas qu'il ne fallait pas demander le certificat de non-excision, en fait, d'excision pour la maman et puis de non-excision pour la petite. Et donc, souvent, on nous demande les deux. Et donc, maintenant, avec la nouvelle loi, on prend un rendez-vous pour la petite à l'UMJ. Et puis, il faut encore prendre un autre rendez-vous dans une autre structure. Et la difficulté, c'est que, voilà, on paye souvent le déplacement, justement, des mamans. Je voulais savoir si l'OFPRA va aussi rembourser aussi, c'est vrai, de déplacement, parce que, justement, ça fait aussi sauter nos budgets. Donc, voilà. J'ai pas compris, parce que les UMJ disent qu'ils ne font pas pour les mamans, elles font juste pour les petites. Alors qu'on demande aussi pour les mamans. Donc, je ne comprends pas. Alors, je répondrai un tout petit peu différemment, mais j'espère que ça vous apportera quand même un élément de réponse. Évidemment, pour le moment, c'est pas prévu que l'OFPRA rembourse les trajets. C'est vrai que c'est pas quelque chose, j'ai envie de dire d'une manière générale. Hein, même un demandeur d'asile de province qui se déplace à l'OFPRA, effectivement, ce n'est pas prévu que l'OFPRA rembourse. Maintenant, c'est un cadre qui est posé. Comme dans n'importe quel cadre, s'il n'est pas respecté pour un motif légitime, comme on dit, ou un motif valable, c'est la terminologie juridique, c'est accepté. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui doit faire 300 km, j'espère que ça n'arrivera jamais, parce que le maillage du territoire est suffisamment serré. En tout cas, on y a fait attention. Mais si ça devait arriver, il suffit de le dire, j'ai envie de dire. Oui, j'aurais une question, c'est concernant... Oui, j'aurais une question concernant en fait les suites d'une excision, enfin un enfant qui aurait été excisé après. En fait, il y aura une condamnation au niveau parental et qu'est-ce qui se passe au niveau de la cellule familiale? Parce que, ok, il y a une poursuite judiciaire qui se passe pour les parents. Mais pour la fratrie qui pourra bénéficier éventuellement de la protection au titre, par exemple, des petits frères qui sont associés à cette protection, qu'est-ce qui se passe pour eux? Non, c'est pas ça, c'est au niveau de la protection. Au niveau de l'OFPRA. Alors, au niveau de l'OFPRA, Parce qu'en fait, il y a une reconnaissance de protection du fait que la petite fille pourrait être, excisée. Si jamais elle était excisée, les parents sont condamnés. Mais est-ce qu'on enlève aussi la protection à la fratrie de manière élargie ou ça s'arrête juste au niveau des parents? Non, ça s'arrête au niveau des parents. C'est une question de responsabilité personnelle, si vous voulez, qu'on ne peut pas faire, évidemment, porter sur d'autres personnes que les parents. Si les parents ont eu un rôle, oui, évidemment, hein, parce que ce n'est pas toujours le cas, quand même. Et j'avais une autre question concernant, en fait, justement, le rôle qu'on porte par rapport à la petite fille au niveau psychologique, parce que du coup, en fait...
il y a un risque potentiel, donc il y a un suivi qui est fait pour qu'il y ait un certificat de non-excision. Donc en fait, elle est porteuse pour toute la famille de cette protection. Et je veux dire, la place et la construction de l'enfant à venir, enfin, si cette protection est prononcée à l'âge de 2 ou 3 ans, j'imagine au devenir de cette jeune, même à l'adolescence ou après l'adolescence, le pouvoir qu'elle peut avoir sur toute la famille. Enfin, je me dis quelles conséquences psychologiques on peut... Et quel accompagnement, du coup. Parce que là, il y a juste un accompagnement qui est fait au niveau médical, mais purement psychologique, qu'est-ce qui est mis en place? La loi prévoit rien au niveau de ça. Alors là, on dépasse un petit peu les compétences de l'OFPRA, là. J'avoue. On essaie de faire au mieux pour ce qui relève des missions de l'OFPRA, mais c'est vrai qu'après, là, j'avoue que je ne peux pas vous répondre. On va prendre 2 dernières questions et on passera ensuite à l'intervenant suivant. Il y en a une ici. Attendez, le micro arrive. Oui, bonjour. Donc, Nathalie Allaire, je suis avocat à Paris. Juste une petite question. Je connais un peu la réponse, mais j'aimerais vous l'entendre peut-être formuler, puisque la loi dit que le refus de se prêter à l'examen médical n'est pas en soi un motif d'exclusion de l'asile. Or, je suppose, parce que j'ai jamais été confrontée à ce cas-là, qu'en pratique, ça posera effectivement un problème à l'OFPRA pour accorder la protection. Ou est-ce qu'il y a des motifs de refus qui peuvent sembler légitimes et expliquer Alors, j'ai pas forcément une connaissance exhaustive de la demande. À ma connaissance, on n'a pas eu de cas de refus qui serait expliqué. Voilà, de manière correcte. C'est-à-dire que le principe, c'est que tout est explicable, que l'OFPRA doit demander une explication sur ce qui se passe. Donc, par principe, il n'est pas impossible qu'une personne qui refuse de se soumettre à l'examen médical obtienne quand même une protection pour sa petite fille. Et j'ai même envie de dire, d'autant plus en matière de mutilation sexuelle féminine, sur mineurs, parce que les conséquences sont tellement irrémédiables et tellement graves que ce qui est préconisé dans toutes nos lignes directrices en interne, c'est vraiment une très grande bienveillance, parce que c'est quand même la petite fille que l'on protège, ce ne sont pas les parents. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, ça reste très 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 ouvert, mais c'est sûr que l'on demandera aux parents pourquoi. Voilà. Une dernière question. Oui, bonjour. Maître Milic, avocate au barreau de Paris. Alors moi, j'aurais une question sur la force probante de ces certificats médicaux, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu un cas d'une femme qui est arrivée avec ses enfants. La mère avait un certificat comme quoi elle-même avait été excisée et sa fille aînée également, établi par un médecin légiste, et pourtant, décision de l'OFPRA, on lui répond qu'elle n'a visiblement pas de connaissance sur ce que c'est qu'une excision. Alors je me demande si ces certificats à présent permettront de réduire peut-être les demandes faites aux demandeuses d'asile lors de leur entretien, parce que visiblement on demandait à cette femme presque des données sociologiques sur la question de l'excision. Donc est-ce que à partir du moment où on aura des certificats établis par des médecins légistes, on cessera de poser des questions peut-être aussi intimes, et est-ce qu'on accordera une véritable valeur probante à ces certificats sans harceler les demandeurs? Alors, je vais détacher votre question de cette procédure, parce qu'il me semble que c'est complètement détachable. C'est évident qu'une personne, encore une fois, ça rejoint ma réponse précédente, si le parent n'est pas véritablement conscient des méfaits de l'excision ou ne connaît pas bien la législation de son pays d'origine sur l'excision, ça ne peut pas avoir d'impact sur le besoin de protection de la petite fille. En revanche, si on questionne le parent, c'est parce que
très majoritairement, le parent demande la protection internationale également pour lui, à titre personnel. Et évidemment, pour la maman qui a déjà subi une mutilation sexuelle, ou bien pour le père, tout simplement, le vrai motif de la demande de protection, c'est « je crains d'être persécuté si je m'oppose à l'excision de ma petite fille et moi je ne veux pas qu'elle soit excisée ou qu'elle soit mutilée ». Donc c'est pour ça qu'on a tout ce questionnement pour savoir effectivement s'il y a une crédibilité de cette opposition. Voilà. Et ce qui va permettre ou non, cette fois-ci, l'octroi à titre personnel de la protection aux parents. Oui, alors je me permets d'intervenir là-dessus pour rebondir sur le fait que l'OFPRA nous le dit, le groupe social des parents protégeables au titre du statut de réfugié en raison de leur opposition à l'excision est un groupe social qui est toujours valide dans la jurisprudence et une interprétation contraire me semble erronée du point de vue juridique. Donc, Madame Sophie Pegliasco l'a très bien expliqué, ces éléments de contexte sociologique, géographique et de motivation pour être contre l'excision participe de l'établissement de la réalité de l'opposition des parents et effectivement qu'est-ce qu'ils risquent à s'être opposés. Donc je maintiens, et merci de l'avoir précisé, que les fillettes elles-mêmes sont les sujets de la protection directe contre la mutilation, mais que les parents sont aussi sujets de protection directe pour eux-mêmes en raison de leur opposition, et c'est bien un statut de réfugié qui doit être octroyé, reconnu, et non pas une protection subsidiaire. Voilà. Ça méritait d'être précisé. Comme ça. On va clôturer les questions sur cette partie-là, si vous voulez bien. Et donc, je vais passer la parole au docteur Judith Trincard, médecin légiste à l'UMJ de Gonesse. Merci beaucoup Sophie.